MapMonde qui dit interprétation. Special thanks to J'aimerais NORAD and également the Credit Institute remercier tout particulièrement la NORAG et l'Institut des hautes who études internationales et de développement pour leur So soutien let me now technique hand et over pour to avoir fourni Ambassador Lauber, l'interprétation. the permanent representative of Switzerland to the United Nations and the other international organizations in Geneva for the welcome remarks. Passer la parole. Thank you very much. Thank you much, Petra. I hope you can hear me, Excellencies, dear colleagues and friends. It is indeed a great pleasure for me to welcome you to this virtual launch, and I'm very pleased to see so many of you online. In fact, as Petra said, many more than we expected, and particularly many of you from around the world. Very welcome to all of you. Qui est associé auprès d'autres organisations. Vous parlez et vous êtes un remplisseur à l'envers de vos produits. We welcome together this official launch of the Geneva Global Hub for Education in Emergencies. This initiative has been in the making for some time, and I have been privileged to see it taking shape over the last few months. Indeed, it was back in December 2019, a little over a year ago, that Switzerland pledged to make Geneva a global hub for education in emergencies. This pledge, which we announced at the first Global Refugee Forum, reflects Switzerland's commitment to provide continued access to education for children affected by humanitarian crisis. Today, 127 million children. Aujourd'hui, 127 millions d'enfants, eh bien, effectivement, ne peuvent pas aller à l'école. 127 millions d'enfants qui se retrouvent sans pouvoir aller à l'école parce qu'ils sont déplacés, parce qu'ils sont prisonniers de crise, parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre événement. Et comme nous le savons tous, les crises ne sont rarement qu'à court terme, elles tendent plutôt à durer des années, des mois tout au moins. Sur les enfants réfugiés, 1 sur 2 ne va pas à l'école. C'est aussi choquant que c'est inacceptable. L'éducation n'est pas seulement un droit fondamental, un droit humain fondamental, mais c'est aussi une bouée de sauvetage pour les enfants. L'éducation offre un accès à une protection, à l'alimentation, à la santé, à des amis, aux mentors. Elle offre aux enfants de nouvelles connaissances qui les aident à apprendre à lire et à écrire et véritablement à acquérir des compétences pour l'avenir. Et surtout, au milieu du chaos, l'éducation leur donne un sens d'espoir, un sentiment de stabilité à tous ces enfants et à leurs familles. Alors, pourquoi Genève comme centre de ce nouveau hub mondial? En tant que capitale humanitaire du monde, Genève accueille de nombreux acteurs qui peuvent marquer la différence pour l'éducation des enfants subissant les effets des crises. Tout d'abord, elle accueille une large communauté de diplomates très actifs. Elle offre également une grande variété d'institutions universitaires, académiques, d'ONG, d'entités du secteur privé qui travaillent dans le secteur de l'éducation ou en tout cas dans des domaines qui sont connexes à l'éducation. Par exemple, dans le domaine humanitaire, le développement, la migration, les droits de l'homme, la protection, la consolidation de la paix, le climat, l'accès à l'eau, à la santé, toutes ces thématiques qui sont traitées à Genève de manière connexe à l'éducation. Mais ce puits d'expertise, de réflexion, d'influence qui caractérise tellement Genève comme ville internationale reste en grande partie inexploité s'agissant de l'éducation en situation d'urgence. On a plutôt tendance à continuer à fonctionner en vase clos. Nous, en Suisse, nous croyons fermement qu'en unissant nos formes, en facilitant les synergies entre les différents secteurs, nous pourrons accélérer l'accès à l'éducation en situation de crise. Genève, en tant que ville internationale, a un énorme potentiel pour permettre des actions conjointes afin de faire que l'éducation soit une réalité pour des millions d'enfants qui sont prisonniers de situations de crise, parce qu'ils sont réfugiés, parce qu'ils sont déplacés à l'intérieur de leur
patrie, par exemple. Avec votre aide, le Hub mondial de Genève pour l'éducation en situation d'urgence sera un catalyseur du changement. Le Hub peut inspirer l'engagement politique, accroître la coopération, élargir la participation, accroître le soutien financier en faveur de l'éducation en situation de crise. Le Hub contribuera à accélérer les progrès en vue de l'ODD 4 ainsi que les engagements qui ont été pris dans le cadre du Pacte mondial sur les réfugiés. Au final, le Hub remportera un succès lorsque les efforts se traduiront en un changement concret, des incidences tangibles au niveau des pays où les besoins les plus pressants se font sentir. Là, je m'adresse aux membres fondateurs du Hub, Education Cannot Wait, le Global Education Cluster, l'Institut des hautes études internationales et de développement, le Comité international de la Croix-Rouge, le réseau Interagence pour l'éducation en situation d'urgence, UNICEF, l'Université de Genève, l'UNESCO, le Haut Commissariat aux réfugiés et bien sûr la Suisse que je représente, eh bien, je nous invite instamment tous et toutes à être ambitieux, créatifs et innovateurs. Aux États et aux agences qui sont intéressés à appuyer cette initiative, sachez que votre coopération est nécessaire, qu'elle est la bienvenue. Restez à l'écoute car d'autres informations seront partagées durant cet événement afin de soutenir le Hub. Je clôture en disant, en souhaitant au Hub pour l'éducation en situation d'urgence, le plus grand des succès, à un moment où des besoins humanitaires se font sentir sans précédent, exacerbés par la pandémie de COVID-19. Nous avons un devoir vis-à-vis des millions d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, de faire de l'éducation en situation d'urgence une priorité. Nous devons jouer notre rôle et nous jouerons notre rôle. Merci beaucoup pour votre attention. Eh bien, bon lancement. Et maintenant, je repasse la parole maintenant à notre modératrice, Yasmine Sherif, qui est directrice de Education Cannot Wait. Yasmine, à vous la parole encore une fois. Merci. Merci beaucoup à l'ambassadeur Lauber pour ses propos liminaires. Nous avons encore quelques petits problèmes techniques. Malheureusement, Yasmine n'est pas encore parmi nous. Je vais maintenant passer, bien sûr, à la section suivante. Nous allons maintenant, bien sûr, parler des enfants, mais aussi, nous allons donner aussi la parole aux enfants, aux jeunes, mais aussi aux enseignants qui ont un important message à partager avec nous. Je vous invite à les écouter. الطريق كان كتير صعب وشوك وشرطان وكنا كتير خايفين. Alors, la route était dangereuse, j'avais peur. J'ai perdu mon père et puis j'ai perdu 3 ans d'apprentissage. Alors, l'école, c'est ma vie. J'aime vraiment beaucoup ça. J'aime bien lire, j'aime être avec mes amis, j'aime bien quand on étudie ensemble. Alors, nous voyons qu'il y a plusieurs enfants réfugiés qui arrivent ici et nous avons essayé de créer justement des abris temporaires d'apprentissage où les enfants auront l'occasion de se réunir, d'interagir, essayer de maintenir leurs compétences, mais aussi on peut leur apporter un soutien psychosocial. Nous voulons nous assurer qu'effectivement les enfants ne perdent pas le pied en matière d'éducation. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes critiques qui continuent d'exister, par exemple le manque d'espace pour pouvoir faire en sorte que les enfants puissent apprendre. Et justement, surtout parce que nous essayons d'impartir cette éducation pour construire une situation plus stable. Et justement, nous essayons d'avoir des classes permanentes ou semi-permanentes qui nous permettront effectivement de suivre cette transition. Le conflit armé en Ukraine de l'Est, qui a commencé en 2014, constitue justement d'avoir un impact, une incidence énorme sur les enfants, sur les jeunes, sur le personnel pédagogique. Durant la phase la plus active du conflit, bon nombre d'écoles ont été détruites, fermées. Alors nous sommes à l'école de Marinka numéro 2 qui est à 500 à 700 mètres de la ligne de front et nous pensons qu'il est important de garder les écoles ouvertes même dans les zones de conflit aussi près des lignes de front que possible à cause de la situation de conflit. Nous ne devons pas oublier les apprenants les plus marginalisés, c'est-à-dire les enfants avec des handicaps ou ceux qui n'ont pas de parents pour prendre soin d'eux. Ici, nous avons une classe moderne pour les enfants avec handicap, ce qui leur donnera accès à l'éducation conformément aux normes internationales. Alors moi, j'adore l'école, mais je ne peux pas y aller. Et je regarde les autres enfants, je les vois en train de jouer, mais je me sens mal parce que moi, je ne peux pas aller à l'école, justement.
Alors, le corona n'a fait qu'à exacerber la crise véritablement. Et ici, la crise en Afghanistan, particulièrement dans un pays où nous avons des problèmes politiques et de sécurité. C'est la raison pour laquelle les enfants perdent cette opportunité de recevoir une éducation de qualité, surtout les filles. Alors, le problème a augmenté, surtout pour ces enfants qui étaient infectés par la COVID et qui ont perdu des parents proches à cause du virus. Elles ne peuvent pas poursuivre leur éducation normalement. Et aujourd'hui, véritablement, le problème est très, très sérieux. Le plus grand défi, c'est le manque d'espace et de matériel. Il y a aussi le rôle des États, des organisations internationales et régionales, ainsi que d'autres acteurs clés pour renforcer la gestion de l'éducation et des systèmes d'information en la matière, et la supervision des trajectoires, ainsi que la production de connaissances pour la définition de bonnes politiques d'éducation. L'un des défis principaux auxquels se heurtent les enfants en matière d'éducation de nos jours, c'est que les responsables ne respectent plus le droit fondamental à l'éducation pendant les crises. Par exemple, ici, dans les territoires occupés de Palestine, l'Education Cluster a dénoncé des centaines de violations d'attaques contre les établissements et le personnel scolaire. Et alors que nous parlons, là maintenant, il y a 52 écoles qui sont menacées de démolition dans la bande de Gaza. L'éducation est l'un des éléments qui apporte un certain sens de normalité aux enfants et à leurs familles pendant les crises. Malheureusement, l'éducation en situation d'urgence, très souvent, n'est pas une priorité dans les réponses aux situations d'urgence et bien souvent est sous-financée. Ensemble, il faudra veiller à ce que l'éducation soit véritablement financée et au cœur de la réaction aux situations d'urgence. Et il faudra faire valoir le droit de chaque enfant à une éducation inclusive et de qualité, même dans les circonstances les plus difficiles et pendant les crises. La seule manière d'assurer la paix et la prospérité, c'est en éduquant les enfants. Assurer la continuité de l'éducation et un environnement sûr et propre à l'apprentissage est une priorité de développement, une priorité humanitaire. L'éducation est fondamentale et véritablement critique pour déterminer les choix futurs de nos enfants. Pendant les crises, l'éducation peut aider à survivre ou à vivre tout simplement. C'est un droit fondamental pour nos enfants pour qu'ils puissent jouir de leurs autres droits humains. Thank you, everyone, for listening. Merci à tous. Merci d'avoir écouté les enfants qui avaient ce message à nous transmettre. Et nous avons entendu des mots très forts, très puissants. Nous avons beaucoup de chance maintenant. La technologie semble fonctionner. Et nous avons maintenant Yasmine Sherif, directrice de l'éducation Cannot Wait, ne peut pas attendre. Merci de nous avoir rejoints et désolé de ces problèmes techniques. Alors, je sais que Giannini va devoir parler très bientôt, donc on va peut-être commencer par Madame Giannini et d'autres. Est-ce que vous voulez que je vous la présente? J'aimerais vous présenter mon amie de l'UNESCO, Madame Giannini, et je présente mes excuses aux collègues pour les petits retards dus à la technique. Je ne suis pas très forte en la matière, mais nous avons réussi à réunir toutes les personnes que nous souhaitions regrouper, rassembler ici. J'aimerais remercier l'ambassadeur Jugler qui a eu l'amabilité d'ouvrir cette réunion et j'aimerais remercier la Suisse d'avoir pris toutes les mesures qui s'imposaient pour ouvrir le hub de Genève. Nous allons entendre maintenant Stefania Giannidi, qui est une amie de longue date, qui a une longue expérience en tant qu'ancienne ministre de l'Éducation d'Italie et qui est maintenant directrice de l'éducation et du secteur de développement à l'UNESCO. Bonjour, bon après-midi à tous. C'est un véritable plaisir de pouvoir
vous rejoindre à l'occasion de ce lancement du Hub mondial de Genève pour l'éducation de la situation d'urgence. Je commencerai par revenir sur ce qu'a dit un petit garçon, une petite fille dans la vidéo qui disait « l'école, c'est ma vie ». C'est vraiment le point de départ de ce que nous faisons ensemble et c'est le sens, tout le sens de cette initiative qui vise à jeter les bases d'un renforcement de notre coopération, de la coopération entre les acteurs dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence, de la société civile, au milieu universitaire, les collectivités, les communautés de l'éducation sur le terrain et la société civile, bien sûr. Et j'aimerais féliciter les autorités suisses d'avoir pris cette initiative. Education Cannot Wait est l'un des acteurs parmi tant d'autres dans ce domaine qui nous tient à cœur. Je crois qu'il s'agit avant tout de mettre en exergue les droits humanitaires et les aspects liés au développement en matière d'éducation en situation d'urgence. Il faut réduire aussi les fragmentations. De nombreuses initiatives ont été prises. Il ne s'agit pas d'une initiative de plus ici. Il s'agit d'allier l'inclusion, l'influence politique et l'efficacité sur le terrain. Et puis le dernier point que j'aimerais souligner a trait à la manière dont on voit ce hub de Genève. C'est une plateforme importante pour prendre la défense d'un supplément de financement destiné à l'éducation en situation d'urgence. Cette année et l'année dernière, on a dû réagir à la COVID-19. Il y a eu de nombreuses manifestations internationales de solidarité et beaucoup a été fait avec de nombreux exemples de la manière dont on peut apporter des solutions à la communauté éducative et au gouvernement. Lorsqu'on parle de la situation des enfants dans des situations de conflit ou après les conflits, les défis sont réellement nombreux. Donc, je me félicite de cette initiative. L'UNESCO est prête à y contribuer du point de vue des politiques, de la planification, des statistiques, etc. Nous sommes prêts à participer à tous les niveaux. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes ravis que l'UNESCO soit disposé à nous rejoindre et à faire partie de cette initiative importante s'il en est. Donc, soyez les bienvenus. Comme je sais que vous êtes pressé et que vous devrez partir, n'hésitez pas à le faire lorsque vous devrez le faire. J'ai d'autres membres du panel, bien sûr, sur ma liste et j'ai reçu une nouvelle liste il y a de cela quelques minutes. Mais en plus de Stefania Giannini, nous allons rencontrer Hina Shikani, qui est un jeune réfugié d'origine pakistanaise. Nous allons entendre Hélène Durham aussi, qui est directrice de politique au CICR. Monsieur Fadi Yarak, qui est directeur général au ministère de l'Éducation du Liban. Ensuite, il y aura Giancarlo de Picciotto, qui est responsable de la coopération internationale au Mali. Nous entendrons M. James Blows, directeur des réponses en situation d'urgence au réseau Interagence pour l'éducation en situation d'urgence, et Carl Blanchett aussi. Bien. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et je vous présente nos excuses pour les petits retards dus aux problèmes techniques. On nous dit que Hina Shikani est prêt à intervenir. Est-ce que vous êtes là? Allô? Est-ce que Hina nous entend? Je crois que oui. Il faudra simplement qu'on arrive à brancher son micro. Sinon, on peut peut-être passer au CICR.
I was very active in the Swedish International Committee for the Red Cross. J'étais extrêmement active au comité suédois de la Croix-Rouge et c'est donc mon plaisir de vous présenter Madame Helen Durham qui appartient au CSR. Allez-y. Oui, c'est formidable d'intervenir ici et nous avons plus de 25 personnes dans notre département qui connaissent votre initiative. Alors, le CICR appuie bien sûr l'éducation et nous nous sommes structurés l'année dernière avec l'adoption de notre premier cadre et stratégie sur l'accès à l'éducation. Alors, bien sûr, le cadre n'a pas créé de nouveaux domaines d'expertise, mais cela a permis à nos équipes d'assistance de tenir compte des besoins en éducation et d'en tenir compte dans nos réactions, dans nos réponses en situation d'urgence quand c'était nécessaire et possible. Nous avons collaboré avec les comités nationaux et permis que l'éducation retrouve sa place dans ces pays en situation d'urgence. Nous avons 30 contextes opérationnels dans lesquels nous intervenons, y compris des projets dans 5 pays avec un réseau croissant de points focaux en matière d'éducation dans nos équipes. Tout dépend bien sûr du contexte national et ce qui est formidable ici, c'est de voir qu'il y a tant de contextes différents qui prennent forme autour de l'éducation. Par exemple, nous avons un dialogue entre les parties dans un conflit et nous leur faisons valoir qu'au terme de la législation internationale, il faut absolument protéger les enseignants et les apprenants qui sont des civils, ainsi que les établissements d'enseignement qui sont des objets civils. Et il y a donc des obligations vis-à-vis des enfants. C'est important d'inclure tout cela dans un discours plus large sur les obligations des uns et des autres au terme de la législation du droit humanitaire international. Nous travaillons avec des autorités pour offrir des possibilités d'éducation aux détenus également. Au sud du Soudan, par exemple, nous avons permis la création de centres destinés à accueillir des jeunes délinquants avec des établissements d'enseignement, donc leur permettant de continuer à apprendre. Et nous avons également insisté sur la nécessité d'améliorer la sécurité des écoles dans les zones de conflit sur la base de notre expérience, de notre expertise, avec la gestion des risques, la réhabilitation des infrastructures, etc. Nous avons travaillé en Ukraine, mais au Brésil aussi, où nous avons collaboré avec les autorités à dresser des protocoles dans les écoles qui sont affectées par la violence. À Rio, par exemple, il y a un programme qui a permis de réduire de 46% la fermeture des écoles, malgré une augmentation énorme des tirs qui existaient dans cette région. Nous travaillons donc en équipe, nous apprenons au fur et à mesure tous, et la valeur ajoutée de ce processus, c'est que nous sommes en contact avec les autorités, nous sommes proches de la population affectée également pour protéger les zones peu sûres, des zones qui bien souvent ne sont plus sous le contrôle du gouvernement parce qu'il y a plus de 66 millions de personnes dans le monde entier qui échappent à l'administration d'un gouvernement et qui sont gérées par des groupes armés d'un poil ou d'un autre. Donc, il est important d'intervenir dans ce domaine. Nous continuerons à collaborer avec ce hub et je pense que nous avons une expertise particulière que nous pourrons apporter. Merci. Merci beaucoup, Madame Durham. Le CICR est le gardien du droit humanitaire international, bien sûr. Et tout ceci a été le fait d'un petit groupe de personnes. Et nous avons un cadre international
qui nous permet d'intervenir. Et il faut améliorer le respect de cette législation. Et le CICR s'acquitte de façon magistrale de sa tâche, de façon unique, dirais-je. Et vous obtenez des résultats remarquables. Et vos résultats avec la justice pour les jeunes est un très bon exemple de tout cela. Mais nous sommes très sensibles, mes collègues et moi, à ce que vous faites. Merci beaucoup. Bien, je vais maintenant demander si Madame Ima Shikani est disponible. Ah oui, vous êtes là. Très bien. Ina, vous serez numéro 2 maintenant. Vous êtes réfugié vous-même. Vous venez d'Afghanistan. Moi-même, je suis allée avec le CICR en Afghanistan en 1990 et c'est un pays qui m'est très proche. Donc, comme je le disais, vous êtes réfugié, vous avez vous-même constaté que l'éducation ou l'absence d'éducation pendant les crises affecte les enfants de manière différente. Et en tant qu'enfant réfugié, maintenant vous êtes adolescente réfugiée, il y a un certain nombre de barrières qui empêchent d'avoir accès aux opportunités. Il y a bien sûr une absence d'accès à l'éducation en Afghanistan en ce moment pour un certain nombre d'enfants et de filles en particulier. Et pour vous, quels sont les déficits les plus terribles pour ce qui est de l'accès à l'éducation pour les enfants réfugiés? Merci de m'avoir invité à cette séance. Je suis enthousiasmée par cette manifestation, comme vous le savez, et comme vous l'avez dit, j'ai été élevée au Pakistan et en tant qu'enfant, j'étais chez moi, je restais chez moi, j'allais rarement à l'extérieur et je recevais une éducation. Et ma famille a toujours été en faveur de l'éducation et en particulier de l'éducation des filles. Mais il y a un élément qui m'a amenée où j'étais aujourd'hui, à savoir que c'est grâce à l'éducation que l'on peut se faire une vie dans la communauté. Moi, j'ai décroché mes diplômes, j'ai eu de bons résultats. J'espérais pouvoir rentrer dans l'un des collèges ou des universités les plus renommées ici. Et puis, je me suis heurtée à la discrimination parce que là où j'ai présenté mon dossier à l'université, il n'y avait que très peu de place pour les étudiants réfugiés. Donc, j'ai présenté mon dossier sans faire valoir que j'étais réfugiée parce que je ne voulais pas que ça vienne entacher mon dossier. Et j'ai réussi à rentrer dans un collège, une université privée. J'ai obtenu ce siège qui était réservé aux réfugiés. Je suis la seule réfugiée femme à l'université, dans ma faculté. Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'autres enfants qui ont eux aussi le droit à une éducation de qualité, mais indépendamment des possibilités, il y a également la crise financière, les barrières linguistiques et surtout avec la COVID, il y a tout ce que l'on a pu voir. Toutes ces choses qui non seulement limitent l'accès à l'éducation, mais à d'autres domaines aussi. Donc, outre ces écarts, je dois dire que
Eh bien, l'éducation, ce n'est pas un luxe et je le dis toujours, c'est un besoin et tout le monde doit y avoir, accès pour réaliser ses rêves. Donc il faut effectivement que tous les secteurs coopèrent au niveau humanitaire, du développement, au niveau politique, au niveau de la société civile, afin d'investir dans l'éducation. En investissant dans l'éducation, on investit dans une société plus éduquée, plus résiliente, mais aussi avec des objectifs plus durables. Et c'est vrai que nous avons ces objectifs que nous voulons atteindre d'ici 2030. Un objectif en particulier porte sur l'éducation ici. Il s'agit ici d'accroître les opportunités, les opportunités des jeunes filles, mais aussi pour les réfugiés, les personnes déplacées, les enfants déplacés. Il s'agit également de créer un environnement sûr pour ces enfants et pour ces jeunes pour qu'ils puissent effectivement et grandir tout comme les autres enfants au sein de leur communauté. Ce sera au bénéfice non seulement pour leur communauté, mais aussi pour les pays d'accueil, pour le monde dans son intégralité, puisque effectivement, nous pourrons nous avancer vers un monde plus réactif, plus résilient. Bonne chance à ce hub et j'espère que ce hub apportera vraiment de l'espoir à tous les enfants et à tous les jeunes dans le monde. Merci, merci beaucoup. Yasmine, merci, merci beaucoup. J'aimerais vous féliciter, Ina. Bravo. Vous avez entamé un parcours qui est absolument surprenant, spectaculaire et qui montre à quel point les réfugiés sont capables de s'adapter, ont une capacité à rebondir véritablement. Et je crois que vous vous dotez véritablement d'un objectif, d'une ambition très, très ambitieux, d'une ambition plutôt très, très forte. Merci, merci. Vous êtes un exemple et merci d'être là pour justement le lancement de ce hub ici à Genève. Alors, nous espérons pouvoir continuer à coopérer avec vous et j'espère que nous réussirons à rendre ce hub surtout utile pour les enfants réfugiés, pour les enfants qui vivent dans des situations de conflit. J'espère que vous y contribuerez encore une fois, Ina. Merci. Bien, je passe à notre prochain intervenant. Donc, Ina vient de nous apporter son témoignage. Nous avons déjà entendu Hélène Durham, Madame Giannini. Je vais maintenant passer la parole à Fadi Yarek, directeur général du ministère de l'Éducation et de l'Éducation supérieure du Liban. Je ne me trompe pas, c'est bien ça? Tout à fait, Yasmine. Nous nous sommes rencontrés il y a quoi? 3 semaines à Beyrouth, n'est-ce pas? Je suis ravie de vous revoir, monsieur le ministre, même si la situation au Liban était très triste à voir après l'explosion au port de Beyrouth en particulier. Le Liban compte également la plus grande population de réfugiés par capita, avec les réfugiés palestiniens et syriens également. C'est un pays qui est véritablement porte sur ses épaules un énorme point. Nous espérons que le hub de Genève sera là pour vous et comblera vos besoins. Nous avons énormément de respect pour vous, cher Monsieur Yarak. Je vous passe la parole sans plus attendre. Je suis censée vous poser quelques questions pour votre intervention. Quelles sont-elles? Eh bien, tout d'abord, donc voilà, avec la technologie, on s'en mêle un peu les pinceaux ici. Mais donc, pour ne pas, laisser notre public attendre, voilà mes questions, oui. Que Alors, que signifie l'éducation pour les enfants qui sont touchés par des crises ou qui ont dû fuir la violence, la guerre? Vous ne le savez que trop bien puisque vous accueillez au Liban tellement de réfugiés. Et puis, justement, l'accueil des réfugiés a eu un impact sur la communauté libanaise et sur les enfants libanais. C'est important de le garder à l'esprit. Deuxième question, qu'attendez-vous du hub pour que ce hub puisse faire la différence pour les enfants et les jeunes au Liban, mais aussi dans la région, car nous avons besoin de vous, Monsieur Yarak. Merci, merci Yasmine et merci aux organisateurs de cet événement. Le hub est une idée spectaculaire. Merci à la Suisse de l'accueillir. L'éducation, en fait, c'est un moyen. Et justement,
C'est un droit aussi pour tous les enfants vivant en situation d'urgence. Ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un luxe. En situation d'urgence, les enfants sont les premiers à souffrir et ils souffrent le plus. Ils sont particulièrement vulnérables face à l'abus, aux abus, à la pauvreté extrême, face aux conditions extrêmes. Elles doivent fuir leur foyer. Des enfants qui voient leurs proches disparaître doivent laisser derrière eux leur école, leurs enseignants, leurs amis. Donc, il faut répondre à leurs besoins en cas d'urgence. Et c'est là qu'intervient l'éducation. L'éducation apporte de l'espoir, de la stabilité, de la sécurité. Euh, L'éducation peut les rassurer. Alors moi, ce que j'ai constaté au Liban et dans ma région, dans les pays arabes, c'est que malgré toute la cruauté des conflits, les parents continuent de lutter pour l'éducation, pour avoir des opportunités d'éducation pour leurs enfants. Et c'est très, très important. Culturellement, c'est très, très important. Des preuves nous indiquent que l'éducation et l'accès à l'école, en fait, fournissent aux enfants véritablement, eh bien, un ensemble d'éléments complets pour leur développement, leur épanouissement, leur bien-être. Nous savons que l'éducation offre les compétences nécessaires pour pouvoir relever les défis des crises, les défis également d'une vie pleine. Alors, vous le savez, le Liban promeut l'éducation en situation de crise depuis le début de la crise syrienne. Merci pour votre soutien au sein d'Education Cannot Wait, pardon. Mais c'est vrai que la pandémie est devenue un énorme problème. Nous avons effectivement une énorme crise financière. Outre l'explosion du port de Beyrouth, tout cela a fait que nos priorités ont changé. Et il ne s'agit plus seulement d'assouvir les besoins des réfugiés. C'est vrai que nous avons le plus grand nombre de réfugiés per capita dans la région, mais nous devons aider aussi tous les autres enfants. L'accès à l'éducation continue donc d'être une priorité pour nous, mais aussi les pratiques novatrices en matière d'éducation pour répondre à la fermeture des écoles, par exemple. Donc, cela a également été notre priorité au quotidien. Nous devons garantir l'éducation et continuer à donner accès à l'éducation à tout un chacun, à tous les enfants. Alors, pour ce qui a trait au hub, Yasmine, c'est vrai que nous comptons beaucoup sur le hub. Euh, c'est important. Nous en avons besoin. C'est une initiative bien nécessaire. De mon point de vue, j'aimerais peut-être me centrer sur 3 points spécifiques. Tout d'abord, l'importance d'une démarche globale. Il est essentiel de planifier sur le long terme en mettant l'accent sur la qualité. Ça, ce serait ma deuxième priorité. Troisième priorité, il faut répondre aux besoins pressants, car il faut accroître le financement pour les institutions qui s'occupent d'éducation en situation d'urgence. Le hub devrait être la meilleure plateforme de plaidoyer à cette fin. Je sais que vous-même, que d'autres collègues, vous travaillez d'arrache-pied au sein de l'ECW, au sein de Global Pact for Education, etc. C'est important que de réfléchir véritablement ensemble pour réfléchir à la continuité de l'éducation, pour une réflexion sur le long terme et pour la qualité, pour que les enfants puissent avoir un avenir sûr. Enfin, pour travailler sur le financement. Sans financement, personne ne peut alimenter l'éducation. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Fadi Yarak. Il y a beaucoup d'observations ou de remarques dans le chat, dans la conversation, qui eh bien, applaudissent ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes l'un des ministres les plus respectés au monde, l'un des représentants politiques les plus respectés au monde. Vous savez bien souligner qu'il nous faut du financement pour assurer que nous ayons une démarche globale, pour assurer la qualité à long terme. Le hub devra effectivement assumer un rôle en ce sens. Il faudra libérer, mobiliser de nouvelles ressources financières, justement sur la base de la solidarité. C'est vrai que le Liban était un pays à revenu intermédiaire et est passé maintenant à un pays à faible revenu. Le Liban doit donc être une priorité et il doit être une priorité pour nos chokrans, Monsieur Yarak. Bien, je vais maintenant passer la parole à Giancarlo De Picciato, qui est donc chef de la coopération internationale à l'agence suisse de coopération au développement au Mali. Alors, vous nous rejoignez, Monsieur Picciotto, depuis Bamako, si je ne m'abuse. Tout à fait, bonjour. J Alors, j'adore l'Italie, donc j'espère avoir bien prononcé votre nom qui était très italien, Giancarlo De Picciotto. J'ai bien prononcé votre nom.
Je vous pose la question parce que tout le monde écorche mon nom à un moment donné ou à un autre, et moi, j'espère ne pas écorcher le vôtre, surtout que c'est un nom italien et j'adore l'italien. Alors, l'année dernière, le ministre du Développement danois, Ulla Dorring, a visité Bamako au Mali. Et je sais que vous travaillez dans des conditions qui sont véritablement horribles. Vous voyez la réalité sur le terrain. Vous n'êtes pas en train de nous appeler justement d'un autre bureau. Vous êtes vraiment dans l'œil du cyclone. Il sera vraiment très important d'entendre vos réflexions sur ce qui se passe sur le terrain. Et les questions que je vous pose sont les suivantes. Alors, tout d'abord, nous savons que dans la région, il règne une grande insécurité. Comment est-ce que cette insécurité a-t-elle eu des répercussions sur l'éducation des enfants et des jeunes? Et qu'attendez-vous, vous aussi, du Hub mondial de Genève pour l'éducation en situation d'urgence? À vous la parole. Merci, Monsieur De Picciotto. Merci beaucoup, Yasmine, et bon après-midi, ou bonjour, bon après-midi, bonsoir, mesdames et messieurs qui êtes partout dans le monde. C'est un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. Je vais un petit peu parler du Mali, de la région du Sahel, et j'aimerais surtout souligner que l'éducation est un défi énorme dans toute la région du Sahel. C'est une faiblesse structurelle qui remonte à bien avant la vague d'insécurité que nous connaissons aujourd'hui. Cette crise de l'éducation n'a rien de nouveau. Alors, les attaques eh bien, contre les écoles par les combattants islamiques, les menaces également contre les étudiants, contre les enseignants sont devenues monnaie courante. Alors, on pourrait penser qu'on s'habitue à la situation, mais cette situation, justement, est l'un de nos plus grands ennemis sur le terrain parce que cela ne fait que détériorer la situation des enfants, les prive de leur droit à l'éducation. La COVID-19 ne fait qu'empirer les choses face à cette situation absolument critique pour les enfants, en particulier pour les filles, les enfants déplacés et les enfants qui vivent dans la rue. Cela ne vous surprendra pas, nous devons reconnaître qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui vivent dans les rues aujourd'hui dans la région du Sahel. Bon nombre d'écoles ont été fermées intégralement ou en partie dans les 3 pays que nous couvrons comme conséquence de la propagation de la COVID. On pourrait se poser la question, pourquoi fermer les écoles et non pas les marchés? Je ne suis pas là pour porter de jugement ni pour répondre à cette question. Mais ce que nous remarquons, par contre, c'est que cela a un impact sur l'éducation de millions d'enfants à présent qui ne vont pas à l'école et qui viennent ajouter justement au fardeau des parents qui ne savent pas comment joindre les deux bouts à la fin du mois. Effectivement, le fait d'avoir les enfants à la maison empêche les parents de travailler, de prendre soin de leurs affaires, par exemple, ou de leur petite entreprise. Et en plus, à cela vient s'ajouter la COVID, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a 7 fois plus de fermetures d'écoles comme conséquence de la violence. Alors, en plus, ces enfants n'ont plus droit à un repas par jour, un repas nutritif. Vous savez que dans les écoles, on distribue des repas dans la région du Sahel. Ces enfants risquent de ne jamais retourner à l'école. Ils risquent plutôt d'essayer de trouver un boulot, se marier, ça c'est pour les jeunes filles. Et puis, parfois, ces enfants rejoignent même des groupes armés parce qu'ils cherchent des alternatives ou tout simplement parce que les familles les poussent dans les bras de ces groupes. Alors, voilà qui vient éroder tous les progrès réalisés au cours de la dernière décennie dans la région du Sahel. Justement, nous avons essayé d'inclure le plus grand nombre d'enfants dans le système d'éducation. Ce n'est pas possible et bien sûr, tout cela affecte les efforts faits en matière de protection des enfants sur leur santé, leur bien-être en général. Comment le peut-il contribuer à faire face à cette situation, à pallier cette situation? Je vais essayer de répondre à cette question. Je crois que nous devons prendre note du fait que, en fait, la raison pour laquelle les enfants et les jeunes, par exemple, se lancent sur les routes, c'est qu'ils essaient tout simplement de trouver de nouvelles opportunités. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que l'éducation
ouvriront des portes pour leur permettre de réaliser leurs rêves, leurs aspirations. Ils pourront aussi remplir leurs devoirs vis-à-vis de la société. Et je crois que le hub de Genève pourrait être un endroit où justement les intérêts des gouvernements des pays d'origine, afin d'investir plus d'énergie politique dans l'éducation, pourraient s'exprimer de façon plus explicite. Alors on pourra avoir cette discussion. Investissons dans l'éducation de la région du Sahel sur la base d'une compréhension commune de la situation. Je crois que nous devons effectivement comprendre que ces jeunes en mouvement représentent la majorité de la population de la région. Alors cette majorité représente l'avenir de la région et nous ferions bien de convaincre cette future génération qu'elle a une responsabilité vis-à-vis de sa région d'origine, le Sahel. Alors là, on dépasse un tout petit peu les besoins individuels. Il faut penser de manière plus globale. Et le hub de Genève pourrait être une plateforme pour débattre de l'importance de ce mouvement de jeunes afin de leur véritablement donner des occasions de s'épanouir en facilitant leur inclusion dans le système éducatif, par exemple, du pays où ils se retrouvent en ce moment. Bon, si vous me laissez encore 2 petites minutes peut-être. J'ajouterais ceci clairement, au niveau mondial, nous devons en faire plus pour que les enfants qui souffrent de la violence puissent aller à l'école, dans une école sûre, peuvent avoir un diplôme, mais au-delà de l'aspect plus formel des diplômes, hein, et c'est quand même très très important dans une région comme le Sahel où le mouvement fait partie des traditions, hein, outre l'obtention d'un diplôme, je crois que le hub de Genève sera également une plateforme unique pour débattre des avantages de la reconnaissance de l'éducation, disons, de l'éducation de terrain, l'apprentissage sur le tas, par rapport, par exemple, à des diplômes plus formels qui pourraient peut-être pas répondre à leurs besoins immédiats. Et puis la Suisse, en tant que donateur et acteur humanitaire, s'engage pleinement à réduire les doubles emplois, à accroître les synergies et à combler les écarts. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Giancarlo. Je crois que vous avez vraiment souligné dans votre intervention qu'il y a cette violence, ces violations des droits fondamentaux. Et là, je reviens sur ce que disait Madame Durham lorsqu'on parle de cette cible que sont devenues les écoles, les enseignants, les étudiants. L'insécurité est énorme et comme vous l'avez dit, je crois que voilà, cela fait que effectivement tous les progrès qui ont été accomplis par le passé sont en train véritablement de rester lettre morte. Alors vous avez également parlé du rôle des gouvernements. Il est important également de se rappeler que Genève, eh bien, Genève est la capitale est une capitale dans le cadre humanitaire, que l'on travaille dans le secteur humanitaire, dans le secteur du développement. C'est vrai que vous avez ici tous les États membres de l'ONU qui sont représentés. Vous avez le Palais des Nations, le CICR, le Haut Commissariat aux réfugiés et de nombreuses autres organisations. Donc, c'est vraiment la capitale de l'humanitaire dans le monde, Genève. Les gouvernements sont là et nous devons véritablement exploiter ces opportunités. Merci. Merci beaucoup, Monsieur de Picciotto, pour votre contribution. Nous aurons également besoin de vos lumières au fur et à mesure des travaux du hub. Donc, restons en contact, Giancarlo, parce que nos interventions doivent être guidées sur la base de l'expérience de terrain. Merci beaucoup. Bien, je vais maintenant passer à notre collègue suivant. Est-ce que Dean Brooks est avec nous? Dean, est-ce que vous nous avez rejoint? Oui, Yasmine, je suis bien là. Je vous présente Dean est encore un de ses amis, un de ses chers collègues avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration au cours des dernières années, depuis plusieurs années. Et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir lancer le hub avec vous et avec l'UNESCO, avec le gouvernement suisse et tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, mon cher ami Dean, quelques questions que j'aimerais vous poser. Première question,
Bon, vous avez une énorme expérience dans le domaine et sur le terrain. L'INEE vient de célébrer ses 20 ans d'existence en tant que réseau interagence pour l'éducation en situation d'urgence. Moi-même, je suis intervenue lors de vos festivités, justement. Vous avez véritablement abattu un travail énorme qui nous sert de source d'inspiration. J'aurais 2 questions à vous poser. Alors, Dean, est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails plus spécifiques sur la manière dont le hub va faire la différence? Et puis, l'INEE existe depuis 20 ans maintenant pour l'éducation en situation d'urgence. Comment allez-vous contribuer au sein du hub pour que ce changement puisse être engagé? See each other again. Such challenging times all of us are living through at the moment. Merci beaucoup. So yeah, I've heard from the previous speakers about C'est une époque difficile. Alors, les premiers orateurs nous ont parlé des difficultés auxquelles se heurtent les jeunes et j'aimerais féliciter her experience is shared. en particulier Ina qui a réussi à décrocher cette bourse et qui nous a fait part de son expérience. Et même avant la pandémie, les nouvelles données qui ont été publiées montrent que 127 millions d'enfants et de jeunes dans les pays ne sont plus scolarisés. Et on a l'habitude d'utiliser 75 millions comme chiffre, mais maintenant, on est passé pratiquement au double. Je vous invite à regarder ce chiffre. Et ça, c'était avant la pandémie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? La situation est vraiment catastrophique. Comme nous le savons, la pandémie, en fait, a posé un certain nombre de défis pour tout le monde, un peu partout dans le monde. Et nous pensons que le hub de Genève va contribuer au changement dont on a besoin pour relever les défis, pour répondre aux ODD, l'ODD 4 en particulier, avec une éducation équitable pour tous et le pacte mondial pour les réfugiés. Le hub va se créer sur la base de la force du mandat et de l'engagement des partenaires. Nous allons tous y contribuer pour engager des actions autour du droit humanitaire. Comme vous l'avez dit hier, ou tout à l'heure plutôt, Genève est la capitale du monde. Il y a tellement de choses que l'on peut faire à Genève pour maîtriser toute cette puissance. Alors même si le hub est à Genève, c'est également une possibilité d'amplifier, de faire entendre la voix de ceux qui sont les plus affectés par la crise, par le biais des partenaires, des membres dans ce domaine. Vous savez que nous avons un grand nombre de membres et le moment est venu de faire entendre la voix de tous. Nous allons encourager la diversité, chercher à assurer l'équité dans notre dialogue de politique plutôt que de créer simplement une nouvelle institution. Nous serons donc un partenaire stratégique, nous le sommes, puisque nous sommes un partenaire fondateur, et nous allons assurer la fonction qui nous revient. Construction de communautés, gestion des connaissances, faire connaître les places de nos membres, faciliter, apprendre et puis apporter les outils, les ressources dont on a besoin pour assurer l'éducation en urgence. Je vois un certain nombre de questions qui portent sur la qualité de l'éducation dans le chat. C'est pour cela que notre réseau Interagence est là. Nous travaillons en 5 langues, nous avons des outils qui sont disponibles sur notre site et nous mettons l'accent sur la qualité de l'éducation en situation d'urgence. D'un point de vue pratique, il y a de cela des années, je me souviens être allée à Genève en tant que consultant pour me dire « Ah, je vais rencontrer le cluster, je vais rencontrer UNHCR ». Je pensais qu'ils étaient tous dans le même bâtiment, mais ce n'était pas le cas. Et finalement, je me suis perdue, il n'y avait pas de Google Maps à l'époque. Et d'un point de vue pratique, avoir un même bâtiment où nous pouvons nous retrouver, où ceux qui viennent à Genève pourront voir tous ceux qu'ils ont besoin de voir à un même endroit, c'est formidable, c'est enthousiasmant. Et puis, vous savez, nous pouvons également nous réunir, faire entendre nos voix, et ça, c'est incroyable. Et
c'est bien mieux qu'il y a 20 ans, je peux vous le dire. Ça a pris du temps pour y arriver, mais l'époque est formidable et c'est une chance pour tous de réellement maîtriser ce potentiel et je suis ravie d'y participer. Merci, merci beaucoup. Je crois que nous savons tous que vous êtes l'animateur et de ces groupes et que vous avez toujours été en faveur de cette collaboration, pardon. Et nous comprenons bien le contexte et il est important que nous puissions travailler de manière cohérente et je suis sûre que le hub bénéficiera de l'expérience du réseau Interagence. Donc, merci beaucoup. Et nous voulons aussi que la société civile, comme vous l'avez dit, se sente incluse dans le hub avec les réseaux Interagence et les gouvernements. Donc, merci beaucoup. On a vraiment envie que la pandémie se termine. Moi, je suis rentrée à New York, si vous le demandiez, et je serais ravie de vous y retrouver. Bien, nous avons des questions. Il faudra que quelqu'un prenne note de toutes les questions parce que moi, j'utilise mon iPhone et ça n'est pas très facile. Mais avant cela, j'aimerais passer la parole aux membres du panel. Mais avant de passer à cela, j'aimerais vous présenter Carl Blanchett, qui est en fait directeur du Centre de Genève des études humanitaires et académiques et aussi directeur de InZone, deux centres connus pour leur excellence académique qui ont signé l'engagement qui est à la base de la création de ce hub. Et je sais que ces centres sont excellents. Et on a besoin des milieux universitaires plus que jamais. Donc, je vais passer la parole au professeur Blanchett et j'aimerais lui demander comment est-ce que vous voyez les milieux universitaires contribuer et faire une différence en faveur de l'éducation des jeunes, en particulier au Liban, au Moyen-Orient, en Afrique occidentale, en Amérique du Sud et au-delà. Comment est-ce que vous pourrez faire progresser l'éducation de ces jeunes et comment est-ce que vous aimeriez que les milieux universitaires et académiques contribuent au hub parce que je sais qu'il y a notamment des besoins de financement. C'est un honneur et un plaisir de me retrouver ici parmi vous. Nous sommes un membre actif du hub de Genève, ce qui est un véritable privilège. Parce que les questions d'éducation ne pourront être résolues que par une stratégie multi-parties prenantes. Et en tant qu'universitaires, nous pensons que nous ne devrions pas être l'exception et par conséquent, nous voulons créer un environnement différent pour ceux qui sont frappés par les crises de réfugiés, par le nombre de personnes déplacées, etc. Il faudrait aussi préciser ce qu'on entend par crise humanitaire. Cela peut être fait par le biais des sciences politiques, mais nous pouvons aussi identifier les crises silencieuses, celles qui sont moins flagrantes, veiller notamment à ce que tout le monde ait accès à l'éducation, où que les gens se trouvent, alors que bien souvent, ces personnes n'arrivent pas à se faire entendre. Et si on avait de grandes universités, comme l'Université de Genève ou l'Institut des hautes études, nous avons accès à tellement de disciplines, éducation, psychologie, médecine, droit, sciences. Et toutes ces disciplines peuvent de fait contribuer à l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par éducation? Non seulement s'agit-il d'éducation primaire, secondaire ou même tertiaire, il s'agit également de la formation des enseignants. Et certains de mes collègues au secrétariat de l'éducation, par exemple, s'occupent de la formation
des formateurs, des enseignants. En tant qu'universitaires, nous pouvons améliorer le niveau d'éducation du pays en fournissant des données plus précises, en montrant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi certaines choses fonctionnent et d'autres pas, essayer de trouver des informations. On peut également aider et lancer des recherches, mais aussi des solutions novatrices pour aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes dans leur communauté. On peut aussi documenter et mesurer les progrès effectués du point de vue de l'inclusion, des résultats de l'apprentissage, mais aussi d'autres critères tels que la qualité de vie, le bien-être, la résilience des personnes ou des communautés. On peut également envisager, c'est ce que nous faisons à l'Université de Genève et à l'Institut des hautes études, on peut aussi, disais-je, offrir des cours, proposer des cours, et nous le faisons de manière différente. Nous avons un cours sur l'éducation dans les situations d'urgence et de crise, par exemple. Les programmes universitaires à l'Université de Genève aident les réfugiés de Genève à trouver leur voie, à avoir accès aux cours qu'ils ont envie de suivre. Et on offre parfois des cours aux populations de réfugiés. Nous travaillons en Jordanie et nous allons travailler en Afrique occidentale également pour les populations réfugiées. Et donc, à bon nombre d'égards, il y a différentes manières d'améliorer l'éducation, de veiller à ce qu'elle soit accessible. Et les universitaires, où qu'ils se trouvent, je pense aux institutions, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans ce domaine, pas seulement les universités suisses, il y en a d'autres. L'université Kenyatta au Kenya, par exemple, nous collaborons avec eux, d'autres universités en Jordanie. Et donc, lorsque ce que Hub, qui est une initiative formidable, essaie de faire, c'est de réunir les milieux académiques et les institutions avec lesquelles ils collaborent, en particulier dans les pays en développement. Donc, j'aimerais vous remercier de cette initiative et c'est un grand privilège pour nous de faire partie de ce réseau. Merci beaucoup, professeur Blanchet. Je crois que vous avez souligné un certain nombre de points très importants qui sont une source d'inspiration. Quelque chose qui m'a frappé et qui me semble important pour les milieux académiques, c'est la possibilité de relier les petits points entre eux, si vous voulez. Léonard da Vinci a dit une fois, apprenez à voir, à regarder, apprenez que tout est connecté avec tout. Donc, il y a la psychologie, la sociologie, l'économie, la médecine. Toutes ces choses nous permettent de relier les petits points entre eux, d'avoir une approche holistique, ce qui est extrêmement précieux. Et j'espère que nous pourrons collaborer et travailler avec vous, avec l'Institut, avec l'université, avec vous en particulier, professeur Blanchet. Merci beaucoup. Bien, nous allons continuer. Et là, je suis sur mon iPhone, j'essaie d'organiser un petit peu ces questions. Nous avons déjà dépassé le temps imparti. Je suis censée maintenant prendre des questions. Donc, je vais demander aux organisateurs si quelqu'un peut m'aider à voir les questions parce que je ne les vois pas d'ici. Organisateur, donc est-ce que je prends les questions ou est-ce que j'en termine ici et conclue en disant quelque chose. Merci, oui, je comprends que ce soit difficile depuis un téléphone. On pourrait peut-être avoir quelques commentaires pour terminer de votre part et puis ensuite je prendrai certaines des questions. Donc, je vous laisse les questions, n'est-ce pas? Parfait, parfait. Ça, c'est formidable. Un très bon exemple de collaboration. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Lorsqu'une souffrance anormale ou des défis anormaux exigent une solution sans précédent. Et
Nous allons assister au lancement d'un hub à Genève pour l'éducation en situation d'urgence, et cela nous permettra de briser les silos, de fournir une analyse très précise, d'atteindre les ODD, et on voit aussi le CICR qui jouera un rôle décisif, ainsi que tous les groupes de la société civile représentés à Genève. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit avant tout ici de droits humains ou de droits internationaux. Et l'éducation est l'un de ces droits. Mais nous devons voir aussi la solidarité, l'humanité, la volonté politique pour que tout ceci nous permette de déboucher sur des résultats en matière d'apprentissage. Nous sommes extrêmement honorés à ECW de faire partie de cette initiative. Et la meilleure manière de réussir et de maximiser cette initiative du gouvernement suisse, eh bien, il faut commencer en étant l'exemple. Nous devons nous-mêmes être exemplaires de façon à maximiser et à tirer parti au maximum du potentiel de cette initiative. Donc, merci. Je me retirerai sur ces quelques mots et félicitations pour ce hub qui a été lancé aujourd'hui. Et merci. Merci à tous. Et nous sommes ravis à Genève d'avoir été associés à cette initiative. Merci d'avoir modéré, Madame Cherif, et merci de nous avoir permis de participer à cette conversation. Je suis personnellement coordinatrice du Hub de Genève pour l'éducation en situation d'urgence. Je vais vous laisser sur quelques questions. Certaines sont apparues dans le chat. Et on me demande qui va pouvoir participer à ce hub. Eh bien, première réponse, nous sommes prêts, enfin le hub est prêt à s'ouvrir à d'autres partenariats, à une collaboration concertée, au gouvernement, aux ONG, au milieu universitaire, au réseau de la société civile. Les personnes, les particuliers ne peuvent pas nous rejoindre, malheureusement, ne peuvent pas adhérer pour l'instant, car nous aimerions avoir une collaboration plus vaste entre réseaux dans l'intérêt des jeunes qui n'ont pas accès à une éducation de qualité en situation d'urgence, comme ça a été mentionné aujourd'hui. Gabriela Miranda va maintenant copier son adresse email dans le chat, et si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à la contacter, et nous serons donc en contact pour développer nos partenariats. Même chose pour le secteur privé. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez collaborer. Je vais demander à Gabriela maintenant de projeter une diapo pour résumer. On nous a beaucoup parlé du hub aujourd'hui et j'aimerais vous montrer en quoi consiste le hub, quelles sont ses missions, ses objectifs et ses cibles. On vous l'a dit aujourd'hui, nous voulons travailler pour qu'il y ait une action conjointe en faveur du changement. Il y aura une plateforme physique et virtuelle qui sera ouverte très bientôt. Nous pourrons inviter les collaborateurs et les partenaires au hub. Nous aimerions également qu'il y ait une demande croissante de changement, indépendamment des secteurs. Nous voulons qu'il y ait une volonté politique et un engagement. Nous voulons avoir une influence sur l'agenda. On a entendu parler de crises qui sont extrêmement aiguës maintenant et nous aimerions mettre le doigt sur ce dont on a besoin pour assurer l'éducation en situation d'urgence au niveau de chaque pays. Tout ceci pour donner un coup de fouet à l'incidence que cette politique peut avoir au niveau de chaque pays pour développer l'éducation en situation d'urgence grâce à de meilleures données et plus de preuves. J'aimerais passer maintenant la parole à la coordinatrice du Global Education Cluster
sectors. We have heard it, migration, peace. Qu'elle nous dise ce qu'on va faire pour d'autres secteurs. Comment est-ce que nous allons procéder? Maria, est-ce que vous pourriez intervenir? Et branchez votre micro, s'il vous plaît. Maria Agnese Giordano. On ne vous entend pas. Votre micro. Ah, je n'arrivais pas à brancher mon micro. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. J'aimerais vous féliciter et féliciter le gouvernement suisse du lancement de l'initiative. Nous sommes également enthousiasmés par le rôle qui va nous être dévolu. En ce qui concerne la question que vous venez de poser plus particulièrement, comme on l'a entendu, il y a différents membres à ce hub au niveau politique, au niveau opérationnel, et dans chaque organisation, les différents secteurs sont représentés. Si on prend les clusters et le Global Education Cluster, par exemple, eh bien, il fait partie d'un forum multidisciplinaire où nous avons, ou multisectoriel, puisqu'il y a 10 secteurs différents. Par conséquent, la coordination se fait au quotidien. Nous avons une manière extrêmement structurée de procéder, des outils techniques, des outils opérationnels, de coordination au sein du cluster. On retrouve cette même organisation au sein des institutions, des agences, protection des enfants, assainissement, santé. Et il y a aussi un travail structurel qui se fait dans ce domaine. Il y a également des silos, des divisions qui sont liées au système lui-même. Mais la beauté de tout cela, c'est que c'est formidable d'être ensemble et d'avoir toute cette variété d'acteurs, y compris les milieux universitaires, les gouvernements, etc. C'est un forum qui a une incidence politique, qui procède à des analyses pour voir comment surmonter les barrières structurelles et comment assurer la collaboration entre les secteurs. The hub will certainly make a significant contribution to overcoming those barriers. Thank you very much, Maria Agnese, and I very Merci much. beaucoup, Maria Agnese. Je me réjouis en fait de travailler avec vous et avec votre équipe et tous les coordonnateurs qui sont effectivement travaillent sur le volet des crises. Alors, dans la conversation, il y a aussi une question. Comment allons-nous effectivement travailler pour ce qui a trait à l'ODD 4, pour l'apprentissage tout au long de l'année, l'appui de l'apprentissage des personnes adultes? Alors, les enfants et les jeunes sont protégés uniquement s'ils sont dans une communauté qui peut les protéger et qui fleurit. Alors, c'est vrai que l'on met l'accent d'habitude sur on met surtout l'accent sur les enfants et les jeunes, mais nous pouvons également entreprendre des recherches sur, par exemple, les données sur l'éducation pour les enseignants, mais c'est vrai que ce n'est pas là notre priorité. Il y a une question qui est posée sur comment nous comptons coopérer avec les enseignants de les écoles. Encore une fois, tout cela doit être encore une fois défini à l'avenir, hein, mais je peux vous dire déjà que le principe directeur sera effectivement de travailler au niveau local. Nous nous engageons à travailler justement au niveau local pour donner de l'autonomie, plus de pouvoir aux acteurs locaux dans les communautés. Et cela inclut également les enseignants, les personnes qui se mobilisent en faveur de l'éducation, des écoles. Et c'est vrai que leurs besoins, leurs voix nous guideront dans nos activités. Alors, je vois que nous sommes arrivés petit à petit à la fin du temps qui nous était imparti. Je sais que vous êtes toutes très, très occupées, alors je vais peut-être demander à Gabriela de mettre à l'écran et ses coordonnées. Question que vous sachiez qui contacter pour en savoir plus sur le hub, comment vous pouvez en devenir membre. Et maintenant, je vais passer la parole à Maichel Relagno, directrice adjointe de l'UNICEF ici à Genève, pour l'allocution de clôture à l'occasion de ce lancement du hub de Genève pour l'éducation en situation d'urgence. Maichel, merci beaucoup.
Chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs et collègues depuis le monde entier, merci d'avoir participé activement au débat d'aujourd'hui. Merci pour vos questions. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été posées. On essaiera d'y répondre. Et merci aussi à Yasmine Sherif pour d'avoir animé les débats de manière si dynamique et passionnée. Alors, je suis ravie de pouvoir dire que nous avons officiellement lancé le Hub mondial de Genève pour l'éducation en situation d'urgence. Et j'espère que nous vous avons galvanisé, que maintenant vous allez réfléchir à la façon dont vous pourrez contribuer au succès du hub. Aujourd'hui, nous avons mis les projecteurs sur les enfants et les jeunes négligés qui n'ont pas accès à l'éducation comme conséquence de crises, de violences, de catastrophes, qui sont déplacés, qui sont en mouvement. Et nous avons partagé quelques idées sur la manière dont le hub peut faire la différence malgré tous ces énormes défis. Nous avons entendu, par exemple, des témoignages. Par exemple, l'école, c'est ma vie. Je m'en souviendrai décidément pendant longtemps. Nous avons entendu parler des barrières à l'éducation, comment les attaques d'insécurité ont une incidence sur les enfants, les jeunes, la priorité que l'éducation eh bien, devient au sein des communautés et pour les enfants en situation d'urgence. Alors moi-même, j'étais au Yémen pendant plusieurs années, je sais de quoi on parle. Alors coopérer avec les enfants, avec les jeunes eux-mêmes sera la seule manière dont nous pourrons savoir quels sont les outils qui travaillent qui fonctionnent plutôt pour eux, le type d'apprentissage, de compétences dont ils ont besoin pour construire leur avenir. Nous avons débattu de l'importance du leadership, nous l'avons vu dans le terrain, de la coordination effective, de la hiérarchisation de priorités afin de financer l'éducation pour améliorer les résultats d'apprentissage pour les enfants en situation d'urgence dans des pays tels que le Liban. Et les énormes efforts qui sont consentis, mais c'est vrai qu'il reste beaucoup de pain sur la planche. Alors, certains objectifs politiques concrets pour un plus de leadership véritablement, eh bien, plus des approches plus intégrées en matière de développement, au niveau humanitaire, pour la paix, et bien voilà, qui servira pour véritablement mobiliser l'engagement politique et l'engagement financier pour véritablement assurer une éducation de qualité pour les enfants et les jeunes en situation de crise. Le message est clair, il nous faut mettre l'accent sur l'éducation au niveau mondial, national et même au niveau des communautés, au niveau des foyers, et il nous faut trouver un accord collectif. Nous devons aspirer à en faire plus au niveau de l'éducation en situation d'urgence. Ensemble, nous sommes plus forts et le travail du hub, eh bien, exigera un effort collectif de nous tous et plus de créativité pour que nous puissions aller de l'avant. Nous ne voulons pas remplacer d'autres efforts, il s'agit de compléter les autres initiatives. Il est essentiel d'établir des liens avec, par exemple, ce hub et profiter de son potentiel, justement, et profiter du potentiel de Genève également. Alors, cela n'a jamais été, aussi urgent face à la situation où nous voyons que de plus en plus d'écoles forment. Alors, il faut maximiser les synergies avec d'autres secteurs et il nous faut véritablement documenter l'impact de notre collaboration et puis arriver effectivement à définir des politiques sur la base des faits et réimaginer l'éducation dans l'après-Covid. Alors, en tant qu'UNICEF, en tant que représentant d'UNICEF, UNICEF est un leader reconnu de l'éducation en situation d'urgence et nous avons réussi également à atteindre des résultats probants pour les enfants dans des situations fragiles en intégrant l'axe humanitaire du développement, de la conciliation de la paix dans 190 pays pour le droit à l'éducation de chaque enfant. En 2021, l'UNICEF continuera à réimaginer l'éducation, notamment à travers des plateformes d'exécution ou euh, de nouvelles plateformes numériques au niveau de l'éducation pour offrir à chaque enfant, à chaque jeune, l'éducation, les compétences dont ils ont besoin. Nous sommes en train d'élargir justement ces initiatives pour pouvoir justement atteindre ces enfants qui sont oubliés. En tant que co-directeur du Global Education Cluster avec Save the Children, l'UNICEF s'est engagé à poursuivre son travail, un travail complémentaire au Hub, en justement lançant des interventions coordonnées. Le Hub va nous aider en ce sens. Il est temps maintenant de mettre la main à la pâte. Au cours des prochains mois, nous allons effectivement partager les informations, les dernières informations concernant les activités et les réalisations du Hub. Nous voulons bien inciter les partenaires à nous rejoindre et échanger avec vous sur la manière dont le Hub peut marquer la différence sur le terrain. Alors, aux États et aux organisations qui sont intéressées à appuyer cette initiative, eh bien, votre engagement est nécessaire et il est le bienvenu puisque nous visons à construire un vaste partenariat autour des thèmes d'intérêt commun. Encore une fois, j'aimerais remercier tous nos intervenants
leur excellente intervention. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler ensemble pour faire en sorte que le hub soit un succès, qu'il contribue à faire en sorte que tous les jeunes frappés par des frises ou déplacés aient accès à une éducation sûre et de qualité. Merci beaucoup. Au revoir dans toutes les langues. Merci.